Bien, merci beaucoup. Donc, je suis Virginie Pelletier, je suis professeure à l'Université de Bordeaux, je suis professeure en droit privé, et plus exactement droit pénal et sciences criminelles, et je vais donc vous présenter ce parcours criminologie. Euh, alors déjà, je commence toujours, tous les ans, quand je présente ce parcours, je commence toujours par un petit avertissement pour éviter qu'il y ait des déçus parmi vous. Euh, la criminologie, ce n'est pas un métier. C'est-à-dire que à l'issue de vos années de master, vous ne pouvez pas, comme le ferait un avocat, comme le ferait un psychologue, vous ne pouvez pas poser une plaque en indiquant que vous êtes criminologue. Ou en tout cas, vous pouvez le faire, personne ne vous en empêchera, mais en France, ça ne veut rien dire. En réalité, la criminologie, c'est une spécialité et même, c'est une spécialisation, et en fait, ça s'explique quand on connaît un peu la définition de la criminologie. La criminologie, en fait, c'est l'étude pluridisciplinaire du phénomène criminel. Donc, dans cette étude, il y a du droit, il y a de la sociologie, il y a de la philosophie, il y a de la criminologie, il y a de la victimologie, de la psychologie, de la psychiatrie, etc., etc. On pourrait continuer comme ça longtemps, et de toute façon, les maquettes vous donnent un aperçu des matières qui sont abordées dans le parcours criminologie. Mais c'est donc une étude pluridisciplinaire du crime, du phénomène criminel, des délinquants, etc. Alors, spécialisation, donc, et pas véritable métier, mais une spécialisation qui apporte, je pense, une plus-value à vos études et à votre formation. Euh, on le voit quand on aborde en fait l'objectif de ce parcours. Quel est l'objectif du parcours criminologie? Cet objectif, c'est tout simplement de vous donner des connaissances plus larges que les strictes connaissances juridiques pour évidemment envisager une professionnalisation dotée donc d'un bagage pluridisciplinaire, ce qui va vous permettre évidemment d'envisager des concours, des formations avec donc cet apport, ce background pluridisciplinaire. Je vous donne juste un exemple assez simple qui parlera aux juristes euh, en particulier. Euh, la victime. La victime dont on parle beaucoup. Bien, la victime d'une infraction, en droit, en fait, on va la connaître par le biais essentiellement de la procédure pénale et par la notion de partie civile. Et c'est tout. Alors qu'en criminologie, bien évidemment, on va continuer à étudier la victime, mais on va aussi, par exemple, l'aborder par le biais de la victimologie. Victimologie où on va traiter du statut psychosocial de la victime. On va examiner, étudier la relation entre la victime et l'agresseur, les modes de prise en charge de la victime, etc., etc. C'est une véritable discipline en plein essor, bien évidemment. Autrement dit, vous allez la victime la découvrir sous un autre angle. Vous allez aussi pouvoir la découvrir sous l'angle de la justice restaurative, qui est une autre forme de justice à côté de la justice pénale, qui met en relation par différentes mesures les victimes et les auteurs d'infractions. Bref, toute cette connaissance supplémentaire et pluridisciplinaire de la victime, eh bien, par exemple, vous allez en avoir besoin si vous projetez de travailler dans le milieu associatif, dans les associations de victimes. Vous allez en avoir besoin en étant avocat. Pourquoi? Parce que quand vous êtes avocat, eh bien, vous pouvez être avocat d'une victime, avocat de la partie civile, et c'est quand même pas mal de savoir que derrière la personne, le client que vous défendez, eh bien, il y a un être avec sa souffrance et ses modalités particulières de prise en charge. Vous pouvez aussi en avoir besoin si vous êtes magistrat, etc., etc. Aussi policier, gendarme, et on pourrait évidemment multiplier les exemples. Donc l'objectif de ce parcours, c'est de vous donner un bagage pluridisciplinaire pour poursuivre une formation professionnalisante ou vers la recherche, on en parlera après. Quel est le contenu du parcours criminologie?
Euh, alors, le parcours criminologie, il prend sa place dans la mention droit pénal et sciences criminelles. Droit pénal et sciences criminelles, et ça tombe bien, parce que la criminologie, c'est à la fois du droit et des sciences criminelles. Euh, le parcours, il s'articule de la façon suivante. En Master 1, vous avez des cours à vocation plutôt générale qui vont donc combiner droit et sciences criminelles évidemment au sens large, hein. Et en Master 2, vous allez avoir des cours, des enseignements à vocation beaucoup plus spécialisée. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, elle est double. D'abord, une continuité entre les enseignements de Master 1 et de Master 2, et tout au long de ce parcours, en 2 années, donc, un approfondissement des enseignements. Un approfondissement des enseignements, et c'est la raison pour laquelle, en fait, on va retrouver certains enseignements dans les 2 années, mais évidemment en approfondissant euh, ce que vous aurez vu en première année. Pour faire le lien entre les 2 années et en faire un tout cohérent, un tout structuré, eh bien, on vous propose de suivre et de prendre en charge un projet de la clinique du droit, et donc de le prendre en charge sur 2 ans. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la clinique du droit. Je vais donner 2 mots d'explication, mais vous pouvez aussi taper ensuite en complément clinique du droit, faculté de droit de Bordeaux, et vous allez avoir évidemment un site dédié qui va vous permettre de comprendre exactement ce qu'est la clinique du droit. Mais ici, pour que vous compreniez en quelques mots, la clinique du droit, c'est une structure de l'Université de Bordeaux qui permet à des étudiants, alors à des étudiants en droit, de travailler sur des situations concrètes et de mettre leurs connaissances en application. Alors, il y a différentes activités qui sont proposées par la clinique du droit, le service d'information juridique, une activité qui s'appelle Objectif Droit et une autre activité qui s'appelle la recherche en action. Alors, euh, la recherche en action, alors 2 petites minutes parce que j'ai un problème avec comme ça, avec mon ordinateur. Et voilà. Euh, le service d'information juridique, c'est quoi? C'est, bien comme son nom l'indique, c'est un service par lequel des étudiants, alors les étudiants du master en criminologie par exemple, des étudiants vont recevoir des citoyens qu'on appelle donc des usagers, et ces citoyens vont venir leur faire part de leurs problèmes juridiques. Et il faut donc les écouter, mettre en forme ce qu'ils disent pour pouvoir les renseigner sur le droit positif applicable et ensuite les rediriger vers des associations, etc., bref, des structures pertinentes. Ensuite, il y a Objectif droit, je vous disais, alors ici, les étudiants vont se déplacer dans des établissements scolaires, alors à la demande hein, des établissements, donc des collèges ou éventuellement des lycées, et ils vont présenter des thématiques qui sont en relation avec leur cursus, et ils vont présenter donc ces thématiques à des élèves, tout simplement, et à leurs professeurs. Donc des élèves de collège, de lycée, par exemple, on va parler du procès d'assises, on va parler des violences intrafamiliales, on va parler du milieu carcéral, de la réinsertion, de la responsabilité pénale, de plein de choses. Et en fait, c'est véritablement les établissements hein, qui vous font part de leurs demandes. Et le but, en fait, c'est d'apporter des connaissances. Et alors des connaissances évidemment vulgarisant, hein, il ne s'agit pas de leur faire un cours de droit, mais d'apporter des connaissances et donc de familiariser les élèves avec des questions de droit pour lutter contre des idées reçues et pour faire interagir les élèves et leurs enseignants avec, eh bien, avec vous, étudiants en droit. La recherche en action, c'est encore autre chose. La recherche en action, c'est une réflexion sur un thème, mais sur un thème, sur une question sociétale qui, là encore, est soulevée par des partenaires
des collectivités territoriales, des institutions, je ne sais rien, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, etc., etc. Et ici, il va falloir travailler sur ce thème pour élaborer une problématique et à la fin rédiger un rapport. Rédiger un rapport qui fera donc la synthèse de ce que vous aurez retiré de votre réflexion sur ce thème et sur un sujet qui en aura découlé. Rédaction d'un rapport assorti de préconisations à destination des professionnels. Hein, donc, il ne s'agit surtout pas de faire quelque chose d'ultra théorique et de faire ici encore des cours de droit, mais véritablement des préconisations à destination des praticiens que vous aurez pu rencontrer. Pourquoi? Parce que tout au long de ce projet de recherche en action, vous allez vous entretenir avec des praticiens. Donc, moi, j'en sais rien, par exemple, des policiers, commissaires ou officiers de police judiciaire, des magistrats, des personnels de l'insertion et de la probation, du milieu carcéral, etc., des médecins, bref. Donc, vous allez vous entretenir avec tous ces praticiens. Vous allez aussi vous livrer à des enquêtes de terrain, donc avec la population et aussi avec les professionnels pour compléter vos entretiens. Vous allez vous livrer à un tri de ces informations, une analyse, etc., tout ceci va vous permettre donc de rédiger le fameux rapport dont je parlais et de faire un certain nombre de préconisations. Alors évidemment, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes encadré, que ce soit pour le service d'information juridique, que ce soit pour l'activité d'objectif droit, que ce soit pour la recherche en action. Alors, ça, ces trois activités, c'est ce que propose la clinique du groupe. Puis il y a éventuellement d'autres activités, mais je vous renvoie aussi. Les masters criminaux, ils font les trois. C'est-à-dire, ils font tous du service d'information juridique. Et ensuite, selon l'année de sélection, parce qu'en fait, on tourne, eh bien, ils font soit objectif droit, soit la recherche en action. Alors, cette année, les Master 2 terminent leur recherche en action, alors que les Master 1 travaillent sur des projets d'objectif droit. Le thème de la recherche en action cette année, ce sont les violences intrafamiliales. Donc là, ils sont en train de faire leur enquête de terrain pour pouvoir ensuite déblayer toutes ces informations et analyser toutes ces informations qu'ils ont reçues. Il y a eu, dans le cadre de la REA, le travail forcé dans le secteur vitivinicole bordelais, sujet d'actualité, hein, puisqu'on a vu qu'il y a eu des poursuites et des condamnations pour travail forcé. Il y a eu aussi l'insécurité et le développement du phénomène criminel dans la région de Bordeaux métropole. Donc ici, ce sont les violences intrafamiliales et c'est donc en cours et objectif droit avec des déplacements prévus dans des établissements scolaires. Donc vous êtes bien occupés puisque ces projets cliniques, ils prennent place tout au long de vos 2 années de master et évidemment année de master où vous suivez des enseignements. Alors je vais précisément vous donner quelques détails hein, sur ces années du parcours criminologie. Alors, première année de parcours, donc Master 1, vous avez 4 matières fondamentales. Au semestre 1, vous avez la criminologie générale et droit pénal spécial, ici les infractions contre les personnes. Au semestre 2, on retrouve le droit pénal spécial. Ici, on fait les infractions contre les biens et du droit de la peine. Du droit de la peine. Donc, dans ces 4 matières, ce qui est important, c'est on retrouve le crime et la façon de l'appréhender et de le sanctionner. À ces 4 matières fondamentales s'ajoutent évidemment des matières, alors non moins fondamentales, mais qui ne sont pas accompagnées de TD. Donc il y a de la psychocriminologie, de la sociologie, de la déviance, de la criminalistique, etc., etc. Étant entendu
qu'il est possible de combiner l'année de Master 1 avec un DU, qui est le DU de sciences criminelles. Comme ça, vous avez la possibilité d'avoir une formation générale maximale, parce que d'abord, beaucoup d'heures sont mutualisées entre le M1 et le DU, et quand vous prenez le DU en plus, eh bien, vous pouvez compléter la formation que vous avez en master. Donc, vous avez une formation complète, bien assise en criminologie qui vous permet d'aborder le master. Une nouveauté, en tout cas je l'espère, pour la rentrée, parce que c'est en cours de finalisation, la possibilité pour un étudiant, pour l'instant c'est un étudiant du Master 1 de criminologie, de partir un semestre en Erasmus avec alors une université belge dans l'immédiat. Alors c'est une université qui est l'université de Bruxelles, qui est la Vrije Universiteit Bruxelles, la VUB. Euh, alors c'est une université, alors, il y aura un échangeant de Master 1, recevra aussi un étudiant de cette université. Donc c'est en cours, le projet est en cours de finalisation parce que le projet passe devant les conseils de la VUB actuellement et nous, on est en train aussi de monter le projet. Je préviens tout de suite, pour aller dans l'université en question, il faudra il faudra avoir un bon niveau en anglais parce que les cours seront en anglais. Donc, il faudra avoir un minimum B2. Ensuite, pour la deuxième année du parcours, c'est-à-dire l'année de Master 2. Premier point, je le disais tout à l'heure, on va retrouver en Master 2 des matières que l'on a suivies en Master 1, mais que l'on va approfondir, du droit pénal, de la procédure pénale, de la sociologie, de la criminologie. Et d'ailleurs, entre M1 et M2, en criminologie, c'est le même enseignant, la même enseignante qui suit et qui essaye de donner une cohérence à ce parcours criminologique. Et ensuite, on va retrouver des matières un petit peu plus spécialisées. On va retrouver de la sécurité intérieure, on va faire des sciences pénitentiaires avec un professionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des services pénitentiaires. Hein, c'est un, un directeur de service pénitentiaire qui intervient et on va faire de l'application des peines aussi. On va faire de la victimologie, j'en parlais tout à l'heure. Il y aura de la psychiatrie. Psychiatrie à travers une unité qui est le traitement des délinquants adultes et plus précisément des auteurs de violences sexuelles. Euh, cette unité d'enseignement, elle fait intervenir un responsable de CRIAVS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CRIAVS? C'est un centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Donc ici, on a le responsable du CRIAVS de Bordeaux qui est un médecin, qui est un psychiatre. Et le CRIAVS de Bordeaux s'appelle Herios. Et je vous renvoie sur le site d'Herios, qui dépend de l'hôpital Charles Perrin, pour savoir véritablement ce qu'est ce CRIAVS, Herios. Et son intervention est couplée avec un autre psychiatre et un psychiatre du SMPR. Le SMPR, quand vous aurez fait un peu de parcours criminologie, eh bien, vous saurez un petit peu plus ce que c'est. C'est le service médico-psychologique régional, qui est un service psychiatrique au sein de l'établissement pénitentiaire et qui assure en fait le suivi des détenus. Il y a aussi de la psychopathologie des mineurs, de la criminalistique, à savoir de la police technique et scientifique, de la médecine légale, de la cybercriminalité, avec évidemment ici aussi des praticiens, hein, un policier de la PTS, un gendarme spécialisé en cybercriminalité, un médecin qui fait de la médecine légale, etc., etc. À cela s'ajoute, à cela s'ajoute 30 heures d'activité plus pratique, on va dire, même si j'aime pas trop cette situation, cette terminologie. 10 heures de mise en situation, d'abord. 10 heures de mise en situation, à savoir des études de cas.
C'est-à-dire une étude de cas pour comprendre en réalité comment les praticiens appréhendent dans leur métier, dans leur profession, telle ou telle situation, ce qui vous permet en réalité de comprendre leur pratique. Alors, ça se passe comment? On donne un sujet, un thème en fait, aux étudiants, et les praticiens qui ont été choisis viennent expliquer comment, dans la situation en question, eh bien, ils appréhendent les choses. Euh, Par exemple, l'auteur d'un homicide, bien comment on l'appréhende dans telle ou telle situation, quels sont les types de recherches que l'on peut faire à partir de son ordinateur pour en savoir plus, etc. Et on vous demande de faire un petit rapport pour ensuite voir comment vous avez compris euh, comment fonctionnent les praticiens. Donc, on vous donne une sorte de, on fait une petite mise en situation avec éventuellement des pièces, hein, des supports, et vous devez ici rédiger un rapport pour vous mettre à la place des professionnels et dire comment il faut appréhender la situation d'un point de vue pluridisciplinaire. Ensuite, vous avez 10 heures de criminologie clinique, donc par une psychologue clinicienne qui vous reparle de certains phénomènes criminologiques. Exemple, je ne sais rien, les crimes sériels, les tueurs en série, voir comment ben, on les appréhende, comment on peut essayer je sais pas moi, de tracer des profils, etc., etc. Et enfin, donc, vous avez les activités de la clinique du droit, bien évidemment, et je n'y reviens. Enfin, à cela s'ajoute, histoire de prendre un petit peu de hauteur, et bien, de la philosophie pénale et de l'histoire du droit de la peine. Voilà, pour essayer eh bien, c'est ce que je vous disais, de prendre un peu de hauteur, de recul, et aussi, grâce à l'histoire, eh bien, de tirer les enseignements du passé et d'essayer de mettre le présent en relation avec le passé et inversement. Ça, c'est le premier point. Voilà l'année de Master 2 du point de vue scientifique. Voilà ce qu'on y fait. Euh, le deuxième point sur lequel, évidemment, je vais insister, c'est qu'en Master 2, eh bien, le parcours est sanctionné par un stage ou par un mémoire, selon la finalité que vous voulez donner à vos études de criminologie. Euh, donc, un stage de mois, sanctionné par un rapport de stage dans une ou plusieurs structures, en relation avec l'objet du master, ou un mémoire pour ceux qui voudraient essayer de faire de la recherche pluridisciplinaire ou dans l'une des matières enseignées en master criminel. Troisième point fort de ce parcours, dans la deuxième année de master, on essaye de développer des visites. Pourquoi? Parce que l'on veut essayer de vous immerger dans les différents milieux professionnels que vous allez rencontrer pendant vos années de master et puis milieux professionnels que vous allez peut-être chercher à intégrer. Donc, on se déplace au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Comme ça, vous avez une idée de ce qu'est, par exemple, un établissement pénitentiaire et notamment un établissement pénitentiaire surpeuplé. On se déplace à l'unité pour malades difficiles et à l'UHSA de Cadillac parce que ben, au cours de vos études de droit, quand on a étudié le trouble mental, les responsabilités pénales, alors ce sont en plus des questions que l'on retraite de façon plus approfondie dans l'année de master, et particulièrement en master 2, parce que moi je traite ces questions. Eh bien, quand on va évidemment à l'unité pour malades difficiles de Cadillac, vous voyez ce que c'est que le trouble mental, et ça permet aussi de déconstruire un certain nombre d'idées reçues. C'est-à-dire, le fou, c'est pas forcément quelqu'un qui a un entonnoir sur la tête et qui est complètement délirant. C'est aussi ça, mais pas que ça. On se déplace aussi dans le milieu de la gendarmerie. On a pu visiter une caserne de gendarmerie en voyant, par exemple, on sait rien, moi, on a vu un hélicoptère
de la gendarmerie ultra perfectionnée, des drones, les chiens, à quoi ça sert, etc. Cette année, au contraire, on est allé euh, euh, voir l'activité d'un officier, enfin d'un gendarme spécialisé en cybercriminalité, notamment, et tout ce qui est autour des activités de police scientifique. Donc voilà, on voit, on essaye de montrer véritablement l'envers du décor, mais ce qui est aussi euh, vos potentiels milieux professionnels, hein, tout simplement. Et tous les ans, je fais aussi, parce qu'il faut que tous les points de vue soient représentés, je fais intervenir un membre de l'OIP, euh, l'Observatoire international des prisons, par le biais d'une conférence débat, c'est-à-dire que vous avez un membre de l'OIP qui est un ancien détenu, il a les deux casquettes, qui vous parle de son expérience en tant que détenu et de son expérience en tant que membre de l'OIP, et vous pouvez évidemment lui poser toutes les questions que vous voulez. Quatrième point, quatrième plus-value, me semble-t-il aussi, c'est que dans ce master criminaux, M1, M2, et en particulier en M2, parce que bon, en M1, vous êtes quand même très, très occupé, euh, on vous donne des responsabilités. On vous donne des responsabilités, c'est-à-dire que c'est à vous de jouer. Vous pouvez organiser des conférences, vous pouvez organiser des ciné-débats, des cluedo, bref, vous avez carte blanche pour développer des projets sur des thématiques en relation avec, évidemment, l'objet du master, donc avec la criminologie. Alors, les étudiants de criminologie ont pris l'habitude de faire tous les ans un ciné-débat. Un ciné-débat, alors après, ils peuvent faire plein d'autres choses et ils font aussi un voyage, hein, un voyage d'études. Mais tous les ans, ils font un ciné-débat parce qu'on a un partenariat avec un cinéma pas loin de l'université. Et cette année, le ciné-débat euh, euh, a pris appui sur un film que l'on a eu en plus en avant-première, qui est le film Un silence, avec Daniel Auteuil et Emmanuel DeVos. Alors, ce film, en fait, il tiré d'une histoire vraie, c'est la vie, enfin la vie, l'existence d'un avocat qui a défendu des victimes enfin, des parents de victimes de pédophiles, d'enfants victimes de pédophiles, et on s'est aperçu, et sa femme, qui est jouée par Emmanuel DeVos, s'est aperçue que en réalité, eh bien, cet avocat visionnait des images pédopornographiques. Voilà. Et c'est tiré d'une histoire vraie, puisque c'est tiré de l'avocat, l'un des avocats de la famille de Julie et Mélissa, qui ont été les victimes de Marc Dutroux en Belgique. Bref, un ciné-débat avec des professionnels pour discuter eh bien, la pédophilie, la recherche des preuves, etc., etc. Bref, on vous donne carte blanche, c'est à vous de jouer. Euh, quels sont Maintenant que je vous ai quand même donné un bel aperçu de ce que vous faites dans le parcours criminologie M1-M2, bien vous allez me dire, d'accord, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce parcours criminologie? Autrement dit, quels sont les débouchés du parcours criminologie? Eh bien, c'est simple. Avec de la criminologie, on peut faire tout. Alors tout, évidemment, dans le périmètre du parcours, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer tous les métiers, toutes les professions qui sont en relation avec le droit, avec la criminologie. Vous pouvez donc eh bien passer tous les concours, hein, être avocat, magistrat, tous les métiers de la police, de la gendarmerie, de l'insertion et de la probation, de l'administration pénitentiaire. Vous pouvez travailler dans le milieu associatif, association de victimes, association de suivi des populations placées sous main de justice. Alors attention, il ne faut pas penser que les milieux associatifs, vous avez 4 personnes qui travaillent avec un ordinateur datant d'il y a 10 ans. Non, non, il y a des associations qui sont extrêmement structurées, extrêmement puissantes,
et qui ont beaucoup de moyens. Il ne faut surtout pas avoir cette vision un petit peu caricaturale que certains peuvent avoir. Vous pouvez travailler dans les métiers de la sécurité, etc., etc. J'ai des étudiants qui ont repris des études. Pourquoi? Parce que c'était des juristes et ils se sont aperçus que eh bien, la psychologie, c'était extrêmement intéressant. Et ils ont repris des études en psychologie. Ce qui fait que ce sont des juristes avec un diplôme de criminologie et de psychologie. Et vous avez ici un beau parcours. Par exemple, j'ai eu des étudiants qui ont repris des études de psycho pour devenir psychologue en établissement pénitentiaire. Donc, vous avez un beau profil pour ceci. Évidemment, beaucoup d'étudiants du master criminaux sont devenus avocats, magistrats, DSP, hein, directeur des services. Attention, fermez vos micros parce qu'on entend. Je vous donnerai après la parole. Hein. Je vais bien évidemment vous donner la parole. Je répondrai à toutes vos questions. Ils sont devenus conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, directeurs de SPI. Par exemple, j'ai une ancienne étudiante qui a un très joli parcours. Elle est devenue conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, puis directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, puis elle est devenue juriste assistante dans un service d'application des peines, puis elle a intégré le ministère de la Justice en tant que responsable de pôle auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Elle a choisi un parcours qui est contractuel, mais ça c'est parce qu'elle avait envie de faire plein de choses différentes. Et donc vous voyez, elle est partie de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et elle s'est retrouvée au ministère de la Justice. Et après, son but, c'est pas de rester au ministère, mais c'est de revenir sur le terrain. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Et vous avez d'ailleurs sur la page du master criminologie des portraits d'anciens étudiants du master. Étant entendu que là, je vous ai donné des débouchés, on va dire, de terrain, mais vous pouvez aussi faire de la recherche. Faire de la recherche parce que il y a des étudiants du master criminologie qui sont actuellement en thèse. J'ai un étudiant que j'ai dirigé qui a fait sa thèse sur les fichiers de police et de justice et les libertés fondamentales qui est devenu docteur et qui, là, pour l'instant, a soumis sa candidature à la maîtrise de conférence, à la qualification CNU. En plus, il se trouve qu'il a un double parcours, parce que moi j'aime bien les doubles parcours, il a un parcours droit philo. Il a présenté sa qualification à la section philo et à la section droit privé. Alors, la section droit privé, pour l'instant, n'a pas commencé à siéger, mais il est déjà, d'ores et déjà, qualifié dans la section philo. Donc c'est très bien. Il y a d'autres étudiants. Par exemple, j'ai une étudiante qui a eu un contrat doctoral, qui fait une thèse là aussi sous ma direction sur l'analyse probabiliste du droit pénal. Bref, il y a là aussi de quoi faire dans la recherche. Alors, pour pouvoir faire de la recherche ou passer des concours munis de ce master en criminologie, eh bien, il faut faire acte de candidature et c'est la raison pour laquelle eh bien, vous êtes renseigné ce matin parce que vous pensez peut-être faire candidature, acte de candidature. Alors, pour intégrer le parcours, dans la mesure où vous allez évidemment intégrer le Master 1, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une licence en droit. Pourquoi c'est recommandé d'avoir une licence en droit et plus particulièrement parcours judiciaire avec des TD en pénal, procédure pénale nécessaire. Pourquoi? Parce que si vous venez d'ailleurs, vous allez vous planter. Vous allez vous planter. Donc moi, je préfère éviter des désillusions. Pourquoi? Parce que l'année de Master 1, qui est commune, alors après avec la coloration criminaux, bien évidemment, mais qui est commune aux autres masters de la mention, droit pénal et sciences criminelles, cette année, elle est très sélective. Et notamment, il y a donc, je vous l'ai dit, un droit pénal spécial, infraction contre les personnes, infraction contre les biens,
procédure pénale, parce qu'après, dans les options aussi, vous pouvez avoir vous avez du droit. Euh, il faut avoir un bagage de juriste. Il faut véritablement avoir un bagage de juriste. Alors après, il y a une possibilité en Master 2. C'est-à-dire que, alors bien évidemment, les étudiants de Master 1 de l'année N, ils ont vocation à intégrer le Master 2 l'année N plus 1. Hein. On les prend, c'est évidemment euh, la chose naturelle. Mais il peut rester des places pour quelques étudiants qui intégreraient le Master 2. Alors, dans la limite hein, du maximum de la capacité d'accueil, de sorte que là, bien, je prends parfois alors, des professionnels en reprise d'études, mais ça ne me concerne pas, et éventuellement des parcours en psycho. Moi, j'ai eu des étudiants en psycho qui ont fait le parcours. Euh, avec donc tout un cursus psycho et un master en psychopathologie, enfin, je pense à un en particulier, master en psychopathologie et master en criminologie, avec une thèse, bref, une thèse en psycho avec un volet aussi criminopénal. Bref, voilà à peu près les prérequis. Et après, ben, vous savez, ça, je pense que vous êtes même beaucoup mieux renseigné que moi. euh, Deux phases cette année pour les candidatures. Une phase principale qui va démarrer le 26 février et une phase complémentaire pour le cas où les capacités ne seraient pas remplies. Euh, Ce qui est peu probable pour le master criminaux, euh, à partir du 21 juin. Voilà, j'ai terminé ma présentation, j'ai même beaucoup parlé. Euh, je suis à votre disposition maintenant pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vois une question par le chat. Alors, sauf si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est pas mal de poser vos questions de vive voix. Comme ça, tout le monde entend. Surtout, c'est quand même mieux pour moi et pour l'enregistrement. Alors, est-ce qu'il est possible de suivre le master en alternance? Alors, non, on n'a pas prévu pour l'instant de master en alternance. C'est une des pistes de réflexion, mais pour l'instant, malheureusement, non. Euh, Vous avez là le stage. J'en suis désolée. Est-ce qu'il existe des attendus spécifiques au niveau des notes pour intégrer le master ou c'est dans la globalité du dossier de manière générale? Alors, j'ai envie de vous répondre les deux. D'abord, je regarde le dossier. Enfin, la commission regarde le dossier. Euh, Évidemment, j'en fais partie. Hein. Et évidemment, je donne des directives. D'abord, c'est l'économie générale du dossier, donc le niveau du dossier. Et ensuite, je regarde les notes. Évidemment, les notes en pénal, les notes en relation avec l'objet du master sont privilégiées, même si je regarde aussi les autres notes parce que si vous avez des notes infamantes dans certaines matières, bien, je me dis soit il y a une lacune, soit il y a eu des stratégies parce que bien, l'étudiant aura privilégié telle matière au détriment de telle autre. Donc ça, j'aime pas trop non plus. Donc un dossier plutôt homogène et plutôt long, c'est possible. Ouais. D'accord, merci. D'autres questions? Dans le chat, je ne vois rien. C'est tout? Ne me dis pas que je vous ai tout dit quand même. Vous n'avez pas d'autres questions? Alors pour votre information, prenez-vous en compte les stages réalisés durant la licence. Je les regarde, mais c'est pas un critère de sélection, même si c'est bien,
parce que certains d'entre vous n'ont pas forcément la possibilité de faire des stages. En revanche, je regarde le parcours, la cohérence du parcours, et au travers de la lettre de motivation et du projet professionnel, je regarde la cohérence de tout ça, et notamment de votre projet professionnel. S'il y a des stages, eh bien, je me dis, le projet est arrêté depuis longtemps, les expériences montrent qu'il y a un parcours cohérent. Euh, voilà, ça peut aider, mais c'est pas un critère de sélection, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous la possibilité de faire des stages. Évitez dans les lettres de motivation de me dire que la criminologie, vous en rêvez depuis le berceau, parce que ça, on voit vite hein, si vous êtes véritablement intéressé ou pas. Hein, les lettres de motivation sont très éclairantes de ce point de vue-là. Euh, voilà. Les TD, c'est important. Le redoublement est-il un frein? Oui, c'est un frein. Alors, je veux pas. Comment dirais-je? Je suis pas. Je comprends qu'il y ait des accidents de parcours. Tout ça, c'est pas le problème. Euh, il faut juste mettre en relation ça en perspective avec le nombre de dossiers que je reçois. J'ai reçu plus de 2200 dossiers euh, cette année pour 25 places. 2200 dossiers, ça fait beaucoup. Et dans les 2200 dossiers, même si je prends une liste principale évidemment très longue, je peux pas prendre, je prends pas ne serait-ce que 500 places. Je fais une sélection sur 100 personnes, à peu près. Mais je n'arrive même pas le master est rempli avant. Donc, fatalement, je prends les meilleurs dossiers. Je ne vois pas comment je peux dire à quelqu'un qui a 16 de moyenne tout le temps que je ne le prends pas au détriment de quelqu'un qui aura redoublé. Même si, encore une fois, je regarde aussi la cohérence du parcours. Euh, et donc, ben, un accident, ça peut arriver. Donc, je ferme pas la porte non plus. Voilà. Est-ce que la motivation pour le parcours et le projet professionnel peut compenser avec un dossier moyen? Ben, comment dirais-je? Ça dépend. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Je dis ni oui ni non. D'autres questions? Donc, hop, tu as eu beaucoup de désistements dans la liste principale. Alors, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que de la criminalité, il n'y en a pas non plus partout. Alors évidemment, euh, les très très bons qui ont été pris chez eux sont restés chez eux. Et d'ailleurs, les très très bons Bordelais qui postulent à Bordeaux et ailleurs, en général, ils restent à Bordeaux aussi. Donc, j'ai pas eu tant de déperditions que ça. Euh, mais il y en a eu, hein. Je ne vais pas vous dire, j'ai pris les 25 premiers de ma liste. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est normal aussi que quand on est étudiant dans son université et qu'on est pris dans son université, on reste chez soi. Ou en plus, avec la vie qui est de plus en plus chère, ouais. Le classement est-il important pour la sélection? Ça veut dire quoi le classement? Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par le classement? Le classement, oui, le classement de votre université. Euh, Combien ils ont de moyenne en général? Je ne sais plus. Je crois que je n'ai pas sélectionné. Et encore, c'était vraiment à la fin, en 12. Je me suis arrêtée à 12 et demi. 12 et demi, peut-être 13. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. 12, 12, 12 et demi, pas en dessous.
La place de l'étudiant par rapport aux autres. Oui, mais par rapport aux autres où? Je regarde évidemment la liste des étudiants, le classement des étudiants, par exemple, de l'Université de Bordeaux, parce que ça, je l'ai, pour nous partager les Bordelais. Mais pas que. Euh, Droit privé 1 et 3, c'est arrivé. Ça ne veut pas dire que je prends que des parcours judiciaires, mais enfin, dans la mesure où j'ai énormément de dossiers, non. Non. Est-ce qu'il y a des entretiens? Non, uniquement par dossier. 2250, même si j'en retiens 100 ou 150, je préfère 150 entretiens. Euh, non, non. Euh, Encore une fois, le parcours droit privé, j'en ai pris. Mais si j'ai beaucoup de enfin, je privilégie les parcours judiciaires. Pourquoi? Parce qu'on va faire que du droit pénal. Que du droit pénal, de la procédure, et que, encore une fois, enfin, enfin, c'est compliqué. C'est sélectif, hein, le droit pénal en master 1. Il y a du droit de la peine aussi. Enfin, c'est demander aux étudiants de master 1 de cette année, qui ont la possibilité de le faire. Bon, si on parle de la révocation partielle d'un sursis probatoire partiel, euh, bon, faut s'accrocher aux branches quand même. Je ne vois rien d'autre. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question pour la place de l'étudiant. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me redire quelque chose. Le classement dans les années précédentes est-il nécessaire? Il n'est pas demandé dans les attendus sur mon master, pour le master criminel. Non, je pense pas ça. Précisément parce que, de toute façon, il y a des universités qui ne les donnent pas. Même si, quelquefois, enfin, maintenant, de plus en plus, quand même, hein, c'est indiqué sur les bulletins de notes. Vous avez votre bulletin de notes et il y a marqué 33 sur 112. Donc, ça permet quand même de donner une idée. Non, je regarde tout. L1, L2, parce que L3, en plus, c'est de plus en plus tôt. L3, on n'a pas forcément toutes les notes, donc je regarde L1, L2, oui. C'est pour ça que je regarde tout le dossier. C'est de plus en plus tôt, en plus, donc c'est un peu n'importe quoi. On n'a pas les résultats de L3 complètement. Bon, d'autres questions? Je regarde le chat. Mais ne soyez pas timide, hein, vous pouvez parler aussi. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'il est intéressant d'avoir des lettres, enfin une lettre de recommandation pour Non, l'admission en master? non, Non? non, D'accord. non. C'est tout? Donc, pas de lettre de recommandation. Mais une lettre de motivation, un CV, et puis toutes les pièces qu'on vous demande, évidemment, sur la plateforme. C'est tout? Plus rien? C'est sûr? Je mets un terme à la réunion? Bon, alors, vous savez que cette présentation est enregistrée, qu'elle sera mise sur la page du parcours criminologie. À l'heure actuelle, vous avez l'ancienne présentation malgré tout. Donc j'espère que vous aurez quand même tous les renseignements que vous voulez. Vous avez aussi les témoignages des anciens étudiants. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc c'est certain, il n'y a plus de questions. Il nous reste 7 minutes que je suis censée faire la présentation de 9 à 10. Non, c'est certain. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne continuation dans vos études. Bon courage et j'espère que eh bien, je vous reverrai.
En tout cas, certains d'entre vous. Voilà, merci, merci infiniment. Merci pour l'intérêt que vous portez au parcours criminologie. Bon courage, hein, parce que c'est pas évident d'être étudiant. On colle de plus en plus de pression. Et à titre personnel, je le dis tous les ans, je suis tout à fait défavorable à la sélection à la fin de la L3. Voilà, bon courage, bonne journée et peut-être à bientôt. Merci, au revoir.